Somnifère, le podcast. Les prostituées sont plus près de Dieu que les femmes honnêtes. Un trône est préparé pour elles à la droite du Père, écrit Anatole France. Bonsoir à tous, nous sommes le jeudi 10 juin et Somnifère vous raconte ce soir l'histoire de Louisa, une fille de joie des boulevards parisiens qui, après avoir distribué du plaisir pendant plusieurs années dans le cadre de son activité, va elle-même trouver le bonheur et la félicité. C'est une nouvelle d'Émile Bergerac intitulée La tache d'encre. Un bonne nuit tout spécial ce soir à Anthony de Vincennes, Maxime de Livry-Gargan, Élodie de Villeparisis et Nora de Neuilly-sur-Seine. Et merci d'avoir partagé Somnifère dans votre story Instagram. Plus d'infos en description de cet épisode. Je vous souhaite une excellente nuit et maintenant place à notre séance de relaxation. La séance de relaxation. Prenez un moment pour tourner votre attention sur votre corps, de la tête aux pieds, en vous assurant que chacun de vos muscles est détendu. À présent, portez votre attention sur les parties de votre corps que je vais citer, en prenant quelques secondes pour les relâcher complètement une par une, à mesure que je prononce le mot « relâche ». On commence par les orteils qui se relâchent. La plante des pieds se relâche. Les chevilles se relâchent. L'ensemble de vos deux pieds est maintenant complètement relâché. Vos mollets se relâchent. Vos genoux se relâchent. Vos cuisses se relâchent. Vos fesses et votre région pelvienne se relâchent. L'ensemble de vos deux jambes se relâche. Vos hanches se relâchent. Prenez quelques secondes pour porter votre attention sur le bas de votre corps qui est complètement relâché et notez comme c'est agréable. Prenez une grande inspiration et à l'expire, sentez toutes les émotions indésirables accumulées pendant la journée se libérer, vous laissant encore plus calme et détendu. Portez maintenant votre attention sur votre ventre qui se relâche. Votre poitrine se relâche.
bas de votre dos se relâche. La détente se propage maintenant dans l'ensemble de votre dos, vertèbre par vertèbre, jusqu'à vos trapèzes qui se détendent également et qui se relâchent. C'est maintenant le tour de vos épaules qui s'affaissent complètement et se relâchent de tout leur poids. Votre nuque et votre cou se relâchent. Votre tête est lourde dans l'oreiller et à son tour se relâche. L'espace entre vos deux sourcils se relâche. Votre mâchoire se relâche. Vos paupières sont confortablement posées sur vos yeux, sans tension, et votre front se déplisse. C'est maintenant au tour de votre cuir chevelu de se détendre complètement et de se relâcher. Prenez une grande inspiration par le nez et expirez par la bouche à votre rythme. Prenez un instant pour profiter de cette détente du corps qui se transforme en détente de l'esprit. Notez le mouvement de votre poitrine qui monte à l'inspire et redescend à l'expire, comme c'est apaisant et réconfortant. Sentez comme à chaque expire, vous semblez être de plus en plus détendu. Concentrez simplement votre attention sur votre respiration pendant quelques instants, sans être en attente de quoi que ce soit, en étant tout simplement présent, déconnecté du monde. Vous êtes calme et détendu.
l'histoire du soir. Émile Bergerac, La tache d'encre. Le magistrat Mazède, de spirituelle mémoire, était ce que l'on nomme un bon juge. Au long cours de sa carrière judiciaire, il s'était adonné à l'étude sociale de la condition vraiment déplorable de ces pauvres filles que le siècle dernier appelait Madelonnettes, du nom de leur patronne chrétienne Magdalena ou Madeleine, courtisane avérée pourtant, mais patronne de la plus parisienne de nos églises, j'allais dire la plus boulevardière. Ceux qui ont lu et on les lit encore les excellents ouvrages du président Mazède sur les tristes filles dites de joie savent la pitié singulière que leur sort, sans législation, inspirait aux vieux juristes. On ne les juge même pas, me disait-il, on les pousse en tas comme des bêtes, sans les entendre. Il y en a pourtant d'honnêtes dans ce troupeau de douleurs. Mais oui, de très honnêtes même, monsieur le tortoniste. Et si je vous racontais la plus malheureuse et sans contredit la fille en carte? Vous n'ignorez pas à quelle mesure de police elle doit se soumettre pour exercer son lugubre négoce. Elle est inscrite sur un registre secret du bureau des mœurs, et jamais, vous m'entendez bien, jamais plus, se fût-elle rachetée 100 fois par une conduite exemplaire, elle n'est rayée du livre d'infamie. J'en ai vu, moi, qui vous parle, se rouler au pied du chef de ce bureau, lui tendre leur enfant, perdu par la tare maternelle, et s'en aller à garde et battant les murs sans avoir rien obtenu. Et tenez, c'est là que j'ai compris qu'il n'y a pas de malhonnête femme et que c'est le Christ qui a raison. Il est parfaitement exact et scientifique en physiologie que l'amour refait une virginité. Quant à la maternité, c'est de sainteté ni plus ni moins qu'elle les revêt. Mais passons. Le registre est secret, vous ai-je dit, et c'est le seul geste de pitié du règlement. Sous aucun prétexte, en aucun cas, on ne le communique même au notaire, même à la police secrète, à personne. Il n'est fait exception que pour les seuls juges de cour, s'ils le requièrent expressément, et pour des causes capitales. Or il advint il y a quelques années qu'une de ces causes étant venue à mon tribunal, je dus me réclamer de notre privilège. Il retournait d'une affaire de meurtre dans lequel était impliquée, et inexplicablement, une fille de 18 ans que nous appellerons, si vous voulez, Louisa. Toute la lumière sur le crime sombrait sous cette question enténébrée. Louisa était inscrite. Une famille sans pain, devant qui tout crédit se ferme, le chômage du père, le désespoir d'une mère aveugle à force de larmes, un petit frère blême de faim, de fièvre et de froid, la honte insurmontable et si caractéristique chez les ouvriers de Paris, de tendre la main même et surtout à la charité publique et administrative, et toute la tragédie enfin de la misère, de l'inique misère. Il y a, dans un coin du logis, une jeune créature de Dieu, intelligente, aimante, brave. Si elle n'est pas très jolie, elle a d'admirables cheveux blonds. Alors, elle les noue en torsade, y pique une épinglette de dessous, se dresse, embrasse la maman et le môme, et 1, 2, 3, elle y va. C'est Louisa. Non, il n'y a pas de malhonnête femme, interjeta le président Mazède. Il n'y a peut-être, observai-je, que de malhonnêtes sociétés. Mais l'histoire de Louisa, on la demande? Eh bien voici. Un jour, où Thémis m'ayant fait des loisirs, je les employais à jouer au bouchon avec les ablettes de la Marne, j'étais entré pour me rafraîchir dans un de ces cabarets à tonnelles qui bordent la rivière. Ils sont les oasis de nos caravanes fluviales et l'attrait dominical des familles d'ouvriers en balade. Outre les berceaux de lierre et de vignes folles,
on y trouve des gymnastiques avec trapèze et balançoire, le jeu de tonneaux et de boules, tous les divertissements de plein air enfin, naïfs et chers à nos pères, où se résume, pour les bonnes gens du peuple, le plaisir de la campagne. Une baignade, une traversée en canot jusqu'à l'île voisine, et le régal d'une giblotte leur en complète le paradis. Je triomphais ce matin-là par une pêche miraculeuse, et l'idée d'y faire honneur sur place m'avait amené à ce bouchon de marinier où m'attirait encore, je l'avoue, le souvenir de certains reguinglards angevins qui dataient dans ma magistrature. « Voici, dis-je au patron de l'Oasis en lui remettant ma cloyère, faites-moi frire cette goujonnée, et pour le reste du meilleur. Mon président, vous tombez mal, nous avons aujourd'hui une noce. Des faubouriens et leurs dames, tous en joie, et qui mènent déjà un train du diable. Du reste, écoutez-les, vous ne serez pas tranquille sous votre tonnelle. La mariée est-elle jolie? Affaire de sentiment, elle a des cheveux magnifiques et elle rayonne de bonheur. Voilà tout ce qu'on peut en dire. Et le mari? Un brave garçon. Il est dans la carrosserie. Laborieux, droit, franc du collier, digne de son père, qui était d'Angers comme moi pour vous servir, il me paraît fou de sa blonde. Et ça, c'est drôle tout de même, car enfin... Car enfin quoi? Rien, ça les regarde, et il sait à quoi s'en tenir, elle ne lui a rien caché, du reste. Et puis, vous le savez, mon président, dans le populo, c'est comme à la campagne, on n'exige pas la fleur d'oranger. Le tout est de se convenir, et ils s'épousent par amour. Mais tenez, les voici. Ils sont gentils, hein? Ils étaient mieux que gentils, ils étaient délicieux de passion épanouie et d'allégresse amoureuse. Par un joli geste d'interversion conjugale, c'était lui qui se pendait au bras de sa femme et semblait se vouer à sa domination. Le père et la mère marchaient derrière, celle-ci tenant un petit garçon par la main, et des camarades d'atelier formaient escorte nuptiale au jeune charron. Quant à elle, du premier coup d'œil, je l'avais reconnue. C'était Louisa, la fille en carte. Vous pensez, si je me détournais rapidement pour lui épargner l'anxiété dont la rencontre pouvait l'étreindre. Je savais, seul au monde sans doute, mais enfin je savais, j'avais lu le registre. J'avais, dans mon cabinet de juge, interrogé la malheureuse. Tout son bonheur, sa vie peut-être, dépendait du conflit de nos regards entrecroisés. Non pas certes qu'elle eût rien à craindre de mes lèvres scellées, mais sa propre émotion pouvait la trahir, justifier au moins de questions fatales contre lesquelles elle n'était pas de force à se défendre, car dans ce pauvre corps de martyr, souillé de toutes les boues du trottoir, la nature, qui n'en met pas, elle, de femme en carte, avait allumé une âme lumineuse comme l'azur de ses yeux et totalement incapable du moindre mensonge. Si elle avait tout dit à son futur avant le mariage, elle ne lui avait pas dit cela puisqu'il l'épousait, car la philosophie amoureuse de l'ouvrier parisien va jusqu'au registre, mais s'y arrête. Et quel cataclysme s'il lui demandait cela, elle le dirait. Il n'y avait qu'un parti à prendre, celui, messieurs, que vous auriez pris vous-même. Renoncer à la goujonnée miraculeuse et au joli reguinglar, et s'éclipser à l'anglaise. Il est quelquefois dur de porter la toge. 3 ans après, je traversais un square populaire où s'ébattait une nuée de marmots, lorsqu'à mon passage, une ouvrière assise sur un banc se dressa, courut prendre son enfant qui jouait dans le sable, l'éleva entre ses bras et me le présenta. « Merci, monsieur le juge. » Ah, c'est parigote. Elle m'avait reconnu, autrefois dans la guinguette,
sous mon déguisement de pêcheur à la ligne. Je ne vous cache pas que j'ai, sous un prétexte, redemandé le registre et que j'y ai, comme par hasard, renversé la bouteille d'encre à la page où cette jeune mère était déshonorée. Bonne nuit. Bonne nuit.